Bonjour à tous, un nouvel épisode du temps d'une bière, magazine bimensuel, cécitaire, animé par deux aveugles sans yeux ni maître. un magazine qui n'a pas froid aux yeux. Alors, Nico, ce soir, on accueille une nouvelle personne et on ne sait pas du tout qui c'est puisqu'on n'y voit rien. Allez, c'est la surprise qu'on va retrouver derrière la porte. toc toc, il y a quelqu'un ce soir? Bah, je sais pas du tout. J'espère, Ouvre la porte. ça serait bien qu'il y ait On verra. quelqu'un quand même. On verra plus ou moins. Il y a quelqu'un là avec nous ce soir parce qu'on voit pas très bien. Bah oui, il voit rien. Je suis là. Ah, Éric Lange, à l'appareil. Éric Lange, Tu oui. reconnais, toi? Éric Lange, mais on se serait pas rencontré à France Inter une époque sur une Il y a émission? quelques années, mon cher Jean-Pierre, à l'époque où vous racontiez encore vos déboires autour du monde. Bon, alors, c'est une À France émission Inter, effectivement. Et puis après partout, d'ailleurs. Bah oui, oui, on peut se tutoyer dans cette émission, c'est étonnant, hein? Comme tu veux. C'est très facile. Si, on fait comme ça, donc voilà, on est parti sur ce principe. La bière, ça rapproche les gens. Ouais, la bière, ça rapproche les gens, me dit ouais, Nico, oui. Donc, Après, en radio, on a inventé le tutoiement respectueux pour remplacer le vouvoiement. c'est très Bon, joli. c'est un débat de radio. Très joli. J'aime beaucoup. Eric, c'est Hum. quand même un exercice particulier d'interviewer un intervieweur. Donc voilà, nous on est des néophytes et en plus on a un tandem, c'est un peu particulier. Et j'aimerais te demander quelque chose. Depuis longtemps, du reste, j'ai pas pensé parce que quand tu m'as interviewé, tu es venu me voir à Avignon, on n'a pas forcément parlé de tout. Il faudrait qu'on se revoie, qu'on fume quelques, je sais pas, des trucs ensemble et qu'on ait un peu de temps. Non, mais Quoi, il est aveugle et drogué, le gars, hein, quand même. Pardon, vas-y. Non, du CBD, Il y va, lui. du CBD, monsieur. Et puis, donc, on était en train de dire, oui, comment t'es arrivé? Est-ce que toi, avant de devenir animateur de radio, tout ça, tu voyageais? Comment ça t'a pris, ça, à l'adolescence? T'étais fasciné voyage- par qui? Tes idoles? Le voyage ou la radio? Tes idoles un peu à l'adolescence, tes orientations? Euh, À l'adolescence, en fait, le premier responsable, c'est mon père, Ok. qui est un personnage qui voyageait énormément. C'était son métier, il était dans la diplomatie. Donc, il était tout le temps ailleurs, partout dans le monde. Et j'ai vu vivre un homme qui revenait à la maison avec plein d'histoires et qui repartait tout le temps. Donc, il y avait quand même une base où le monde m'a semblé accessible quand j'étais très jeune. Tout de suite, j'ai vu des gens qui allaient, qui venaient. Évidemment, il avait des copains comme lui. Donc, à la maison, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui bossaient dans la diplomatie, beaucoup d'Africains. Je me souviens des gens qui venaient d'Afrique, des pays arabes, du Vietnam. Enfin, je voyais tout ça défiler. Et tu sais, quand t'es gamin, quand t'es petit, la normale te semble normale. Complètement. Oui. Tu penses que tous les parents vivent comme ça, que tous les enfants vivent ça. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Non. Et donc, c'est entré dans ma. Je trouve ça aujourd'hui normal de se balader. C'est après, un peu plus tard, vers 15 ans, 16 ans, tu commences à comprendre que, ah ouais, quand même, tu as des parents un peu bizarres qui font pas les choses comme les autres. Enfin, pas bizarres, mais qui ont des professions qui permettent de vivre comme ça et que tu as eu un coup de bol finalement à grandir avec des Toutes copains. ces cultures qui viennent chez toi. Oui, ça venait à la maison, mais j'avais rien à faire, ils étaient là. Et là, donc il y a ça comme bonne Tu as base. vécu à l'étranger plusieurs fois, alors tu as dû avoir directement plusieurs expériences de plusieurs années à l'étranger en suivant ton père, quoi. Donc c'est plus que du voyage au final. Ah non. Lui, il voyageait, mais pas nous. Il voyait le papa revenir. Ah oui, ok. Nous, on se fait pas. Il n'était pas diplomate, il n'était pas ambassadeur. Il bossait pour le Quai d'Orsay, pour le ministère des Affaires étrangères, et il faisait partie de ces gens qu'on envoie en mission. C'était pas du tout des trucs d'espions. Hein. C'était bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tel pays? On a besoin de quelqu'un qui y va et qui nous fait voilà, la situation est comme ci, comme ça. Donc, il partait régulièrement à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est la pré-diplomatie, si tu veux. C'est la préparation des dossiers. C'est la préparation à la diplomatie. Ouais. Voilà. Donc, tu as été éponge de tout ça. Et c'était quoi un peu tes idoles, forcément, Eric? Pardon? Tes idoles, un peu, qu'est-ce que tu... Voilà, j'allais y venir. Et forcément, se développe autour de ça une culture voyageuse. Mes idoles, c'était Kessel, Albert Londres, Corto Maltese. Bon, voilà, j'étais dedans. Bon, je te serre la main. C'était, non, mais tu vois, c'était. Bon, j'adorais un tas d'autres choses aussi, comme tous les gosses, hein, mais tout ça était là. J'adorais ça. Je dévorais tous ces bouquins.
Manfred aussi, Oui. Kipling, Sandra. Kipling, Sandra, Kipling. enfin tous quoi. Oui, Aujourd'hui encore, j'adore lire Mackin. oui. Enfin, Ouais. voilà. Alors il y en a moins aujourd'hui des écrivains voyageurs, enfin que T'en as j'aime quand bien. même qui sont assez excellents, mais pas forcément d'ailleurs les plus connus, hein. Et moi, je Aujourd'hui, vois dans la collection où j'ai été édité, là, le premier livre, comment ça s'appelle? Allez voir ailleurs. Point Aventure, là, chez Au Seuil. C'est une collection qui est complètement dédiée qu'à des aventures vécues. Et moi c'est ce que j'aime vraiment- bien dans la littérature de voyage, c'est quand l'écrivain invente une histoire, tu vois, comme Oui. Kessel ou Albert Londres qui faisait une forme de journalisme romancé. Oui. Il allait sur place et ses reportages étaient des véritables romans. Bah Kessel oui. voyageait beaucoup, Les mais qu'est-ce qu'il faisait en cavaliers, revenant? Il faisait des papiers pour la presse, mais il bien te sûr. pondait les cavaliers, Fortune Carrée, Fortune etc. Carrée, le lion. J'aime bien quand le gars nous fait participer. Tiens, il y a un type en ce moment que j'aime beaucoup. Oui. Oh merde, comment il s'appelle? Putain, je suis en train de lire, je viens de finir C'est où? Ça se passe où? En Russie? C'est un Français, il écrit des polars, et à chaque fois, il va dans un pays, je ne sais pas combien de oui, temps il reste. j'ai vu. J'en ai Je sais lu pas un. combien de temps il reste dans le pays, Ouais. mais derrière ça, il en sort un polar qui te raconte le pays à chaque fois. C'est lui qui a écrit Zulu, qui a été adapté au cinéma. Oui, mais je le connais bien. C'est un gars qui est de la région de Rennes. Ouais, et c'est vachement bien ce qu'il fait. Là, je viens de lire son roman sur la Colombie, j'ai vu qu'il en sort un sur la Sibérie. Et cette démarche-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de transmettre un monde que tu découvres à travers un roman. Voilà, À travers un roman. D'ailleurs, je ne Hum. voulais pas en venir si rapidement. Bon, on y viendra, mais sauveteur de touristes, quand même. Un de tes jolis livres. On est un peu là-dedans. Mais on va revenir, pardon, on va rester encore un peu à. Donc, et quand est-ce que tu as pris ton propre envol? Quand est-ce que tu es parti vers le Maroc? Après des études? Après... Non, le premier voyage, le premier vrai, parce que bon, après j'étais gosse et Oui. mes parents m'envoyaient à droite à gauche. Tu sais, bon, j'allais chez des copains à eux en Angleterre, après Oui. des copains à eux en Allemagne. Mais j'ai pas beaucoup voyagé avec eux. J'ai jamais voyagé avec eux d'ailleurs. Ils nous emmenaient jamais. Ils donnaient le goût du voyage, mais ils nous emmenaient pas. Toujours la phrase, c'était vous vous démerderez quand vous aurez l'âge. Ah Et oui. mon premier, c'était quand j'avais 16 ans, 16-17, où je suis parti. Alors aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais à l'époque, c'était toute une aventure. On est parti en Tunisie avec 2 copains. On n'avait pas de sécurité comme aujourd'hui, on n'avait pas de carte ouais, alors la Tunisie, c'était un pays facile, ce serait un peu l'équivalent de la Thaïlande aujourd'hui. Mais n'empêche que pour y arriver, putain, il fallait prendre un train corail jusqu'à Marseille. À Marseille, soit tu prenais un avion, soit un bateau. Et enfin, tu arrivais en Tunisie, il y avait 12-14 heures de voyage, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, en 2 heures, tu es en Tunisie. Et ça a été ma découverte de l'ailleurs, de l'Orient. L'Orient, c'est l'ailleurs. C'est le moment où tu as un petit choc. C'est pas pareil, tu es en Afrique, le paysage est différent. Et j'ai adoré ça. On a fait toute une balade en bus. Bon, on a été jeunes, on a fait peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Ça m'a permis de tout faire, la chiasse, la dysenterie, les soleils, toutes les conneries de voyageurs, je les ai faites en 15 jours. En raccourci. Une chiasse, putain, ma première chiasse en voyage. Immense, immense. Dans les bus, en train de cirer les culs pour pas que ça sorte. Ah putain, le truc. Voilà, c'était 16-17 ans. Et puis après, ça a continué. Après, j'ai continué à partir à droite à gauche. Très vite, j'ai commencé la radio. Tu sais, j'étais à Skyrock au tout début. Là, j'avais Skyrock, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Ah, tout de même. Et on montait des opérations avec des voyagistes. On se faisait payer en billets d'avion. Ah ouais. Donc, je partais gratos à l'époque. Alors, j'étais à Londres, à New York, à Berlin, à Amsterdam. Je te parle de 80. Attends, non, Skyrock, c'est 86. Voilà, 86. D'accord, ouais. Okay. Et là, bon, je partais à droite à gauche, aux frais de la princesse. Je me rappelle, une fois, on avait monté un jeu avec un pote pour la KLM, un jeu qu'on avait monté sur Sky, et il devait nous payer en billets d'avion. Alors, nous, on a dit, OK, vous nous payez en billets d'avion, super, on voudrait des billets d'avion Paris-New York. On dit, OK. Et on fait le jeu, tout ça, et puis on les appelle en juillet, tu vois, genre on prend des vacances, on voudra aller à New York. Et ils nous disent, ah ben non, mais en juillet, ça marche pas, les gars, parce que les avions sont surblindés et on fait pas d'offres. Oh putain, on s'est fait niquer. Et là, le gars, il nous dit, non, mais si vous voulez, on vous file 15 jours dans un hôtel à la place. Un hôtel de la KLM. Ouais. Et alors là, on hésite, oh là là là. Et
le grand problème à l'époque, et sans doute aujourd'hui toujours à New York, c'est pas d'y arriver, c'est d'y vivre. C'est Tout clair. est tellement cher qu'on s'est pas rendu compte qu'il nous faisait une fleur énorme. C'est-à-dire que le billet d'avion, on l'a acheté nous-mêmes, mais on l'a Bien remboursé 1000 fois avec. On a eu une putain de suite au Waldorf qui donne sur Central Park. On était Madonna. Je te jure, on était des rockstars. On avait 19 ans tout mouillé avec mon pote. On sortait. En plus, c'était New York des années très. Enfin bon, il y avait de la coke, des extras. Enfin, c'était un merdier total. Bien sûr. Les années 80, quoi. Oui. Et Là, on rentrait à 5h du mat, mat, déchiré dans l'hôtel hyper luxe. Et on était là, mais comme des rockstars, quoi. Je me rappelle d'une image, un matin, mon pote, il était tellement déchiré, il roulait dans l'entrée, tu vois, il faisait des roulades. Et t'as tous les loufias au garde à vous, monsieur, bien sûr, je vous en prie, qui accompagnent l'autre en roulade jusqu'à l'ascenseur. Enfin, on a joué aux petits cons, on était des petits cons, il faut le reconnaître. Je vous en prie, monsieur. Mais bon, on était des petits cons avec le recul. Bah oui. Mais bon, t'as 19 balais, t'es invité. Des gamins gâtés, quoi. Bon, voilà. Bon, bah, tu fais le con, quoi. Et comment t'es arrivé au Maroc alors parce que j'ai l'impression que tu as un peu vécu au Maroc. Oh putain, il sait tout, l'autre. Alors, j'ai écouté un peu Allô la planète. Ah oui, je raconte tout. Enfin, si tu écoutes tout, tu sais tout, en fait, de ma vie. Ouais. J'écoute, j'ai une grande mémoire, Eric, en plus. Donc, Bah oui. Alors, le Maroc, c'est simple. J'étais donc à Skyrock depuis 2 ans. Forum des Halles, niveau -1. Tu vois le truc? Waouh! Dans le trou, là, je faisais les matinales avec ma mère. 5h, 7h, 10h tous les matins. 7h, 9h tous les matins. Avec mon pote Malher. Et là, je m'éclate à Paris. T'imagines, tu as 19-20 balais, tu es rédacteur en chef de Sky. Dans les années 80, c'est la fête du slip, quoi. On était invité partout. C'est ce que je pensais, oui. C'était n'importe quoi, les bains, le palace. Mais oui, on était la radio branchée. On était la radio chez moi à ce moment-là. C'était pas du tout rap, tout ça. C'était une radio commerciale, avec à peu près les mêmes titres que partout, sauf qu'il y avait un ton. Tout était dans le ton et dans l'habillage. On était les branchés. Énergie, c'était les business et nous, on était les branchés. Donc, en tant que branché, tu es rédacteur en chef du truc branché à 19 ans. Ah putain, on s'est marré comme des tordus. Mais, pardon? T'es allé au Palace, j'imagine, à l'époque. Palace, bain-douche, tout le bordel. Bain-douche, ouais, je vois. Bon. Et à un moment, dans ma tête à moi, est revenu mes rêves de Kessel et d'Albert Londres et tout ça. Et oui. Et je me rappelle très bien, le hasard fait bien les choses. Il y a un gars qui arrive un matin à Sky, un copain de Malher, qui était l'animateur, qui était l'animateur à l'époque, avec moi. Et donc, qui avait 10 ans de plus que moi. Et je vois arriver à 9h du mat après l'émission, un mec habillé tout en blanc, bronzé, épanoui, heureux, alors que nous, novembre, au Forum des Halles, niveau -1, on était livides, tu vois, les mecs. Et je vois ce mec, je dis, mais c'est qui ce mec? Et en fait, c'était un copain de Malher qui bossait dans une radio au Maroc. Une radio qui s'appelle Médi 1, Radio Méditerranée Internationale. Médi 1, mais je vois ce que c'est. Qui existe toujours. Oui, j'ai entendu. Qui est une radio d'info, un peu un mix de RFI et de France Info. C'est ça. Et où il y avait des infos toutes les demi-heures, avec à l'heure les infos en français et à la demi les infos en arabe, avec 2 rédactions, une arabophone, une francophone, et basée à Tanger. Et le mec me dit, il me raconte ça. En fait, il s'était connu avec Malher à RFM avant. Il me raconte ça. Il me dit, moi, je bosse là-bas, je fais les infos. On cherche tout le temps du monde. Si tu veux, donne-moi une maquette, je la passe. Et t'as un mec qui te dit ça, qui est là, tout beau, tout bronzé, tout bien, alors que toi... je veux y aller. Donc, j'enregistre direct en studio à côté un flash. Je le donne au mec, il se barre. Et il me rappelle 3 semaines plus tard en me disant, c'est bon, viens faire un essai de 15 jours à Tanger. Waouh. Je regarde dans l'Atlas quand même où est Tanger, je fais ah d'accord, Maroc, tout ça. et je me barre 15 jours à Tanger, je fais une période d'essai de 15 jours, ils me disent ok, c'est bon, tu peux démarrer en septembre prochain. Wow. Donc Tanger, la ville de tous les dangers. Et alors là, les gars, on peut faire 3 heures sur Tanger. Ça, je m'en doute, parce qu'il y avait quand même il y avait des stars là-bas. Non, mais attends, mec. Rock'n'roll, quoi. T'as 20 balais. Tu bosses pour la radio du roi à Tanger, donc tu as un sticker Médi 1 sur ta bagnole. Donc, même si tu es défoncé, raide mort, tu te grilles un feu rouge, les flics qui se mettent au garde à vous. C'était la radio de la scène 2, donc on déconne pas avec la scène 2. Et tu avais un salaire, alors l'équivalent, je dirais aujourd'hui, à 20 balais. Hein. C'est comme si je gagnais, on va dire, 2500 ou 3000 euros net.
Waouh, Sans au logement, Maroc, quoi. parce que tu Au as un Maroc. logement de fonction, des remboursements pour ta bagnole de fonction et 3 billets d'avion par an pour aller voir ta famille. Ok. Donc grosso merdo, tes Ouais. 3000 boules, c'est de l'argent de poche. Et Ouais, t'as dû un t'es peu au Maroc. naufrager quand même, non? Hein? T'as pas un peu naufragé dans les substances, les... Ah mais La- mon pauvre. On peut rien lui cacher. Et tu te retrouves, voilà, le roi du pétrole avec une ville qui est une ville légendaire, Complètement. qui a été une place internationale pendant très longtemps, donc qui a été une ville d'espions, de voleurs, de truands, C'est ça. de Les romans, beatniks aussi. de Les beatniks. beatniks. C'est une ville qui a été racontée dans des romans, filmée C'est au ça. cinéma, jouée à la musique. Enfin, c'est une ville mythique. Et tu te retrouves là-dedans, toi, à 20 balais, libre comme l'air, avec Avec de l'argent. J'avais une baraque de 5 pièces en haut d'une colline. Le soir, j'étais sur ma terrasse, je voyais les lumières de l'Espagne. Non, mais je te jure, irréel. Donc, je me suis bien marré, ouais. Il y avait une Américaine qui avait un palais, je sais pas si c'est à cette époque-là. Oui, si, il y avait plein. Il y avait plein de gens qui avaient. Enfin, c'était n'importe quoi. Après, si tu veux qu'on fasse l'interview que sur Tanger, je démarre maintenant. Oui, d'accord, ok. Mais si tu veux, on en monsieur, refait une que sur Tanger Éric quand tu Lange, veux. vous avez inventé le concept d'Allô la planète. D'où ça vous est venu, ce concept? J'ai bien compris que tu l'as vécu déjà enfant, en voyant tes parents, tout ça, mais comment ça a raccroché pour faire téléphone? Allô la planète, c'est un concept intéressant quand même. Alors, ce qui s'est passé, tu veux que je te raconte tout? Oui, ah oui. Ok, je vais essayer d'aller vite. Ce qui s'est passé, c'est qu'après toutes mes histoires de Tanger, tout ça, je suis revenu en France, j'ai refait de la radio à Paris, et j'ai eu l'idée de vendre comme émission de radio au FM à l'époque un papier par jour à l'antenne et moi qui fais le tour du monde pour faire rêver les gosses. Là, on est dans les années 90. Les FM faisaient encore des programmes, faisaient des chroniques, des pastilles, des émissions, tout ça. Et j'avais un copain qui était nommé directeur d'antenne de Fun, parce que bon, du coup, moi, j'ai commencé à bien naviguer en FM, Sky, FM, tout ça. Et je dis à mon pote, je dis, écoute, voilà, je me barre autour du monde. Je t'envoie, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc je t'envoie des petites cassettes. J'avais un petit lecteur DAT, des cassettes DAT, ça s'appelait à l'époque. J'enregistre un petit machin DAT. J'enregistre des histoires, je t'envoie les histoires par Chronopost tous les 15 jours, tu les diffuses sur ta radio. Wow. Tu mets des sponsors autour, et moi, tu me payes au SMIC. Voilà. Je te demande un SMIC, je m'en fous. Mais moi, un SMIC. Et alors, le mec, en plus, il m'a mis le SMIC en note de frais. Donc, j'étais rien. Et j'envoyais des notes de frais tous les mois, et j'avais un SMIC qui tombait sur mon compte. Mais t'imagines bien que ça me suffisait largement pour me balader. Ben oui, et ça, au bout du compte, ça a duré 4-5 ans. En s'améliorant à chaque fois. Et les 2 dernières années, c'était avec des téléphones portables. Sur Fun et après sur Skyrock. Donc me voilà pendant 4-5 ans comme un Spoutnik autour du monde. À tourner, à raconter des histoires. On est en quelle année, Eric? En 96, 97? On est dans ces eaux-là. On est entre 92 et 97 par là. Ok. Donc je termine en beauté en disant à Fun. Hein? 5 ans autour du monde à faire des petites capsules comme ça. Waouh. Ah ouais, c'était et libre comme l'air. Libre comme l'air. Je vous raconte le meilleur truc qui m'est arrivé. Oui. À un moment, ils mettaient des sponsors autour. Eux, ils gagnaient du blé et moi, je promenais. Donc le deal était bien. Et à un moment, bah oui. Tu sais qu'après, j'ai revu un patron de Fun qui m'a dit, tu nous as fait gagner à l'époque 1 million de francs. Tu nous as fait gagner 1 million de francs sur un an avec tes conneries. C'est pas mal. Donc du coup, ils continuaient et moi je m'en foutais, j'avais pas besoin de leur argent, je voulais juste continuer à faire mon truc, quoi. Donc c'était très bien. Et une année, j'ai eu Air France comme sponsor. Et là, les gars, ils m'avaient filé une espèce de carte. Enfin, j'avais même pas de carte en fait. J'arrivais dans un aéroport où que ce soit dans le monde, j'allais au comptoir Air France. Je disais bonjour, je suis Eric Lange. Ah, Eric Lange. Vous voulez aller où, monsieur Lange? Et là, je regardais les trucs, je disais Johannesburg. Ok, monsieur Lange. Non. Parfait, je te jure. Enfin, j'exagère un peu parce que je devais faire le business. Oui, mais c'était un peu ça quand même. Mais c'était ça, c'était dément, quoi. Et en plus, le kiff, c'est que mon SMIC faisait quand même que je voyageais comme un routard. Oui. Et le grand kiff, c'était qu'il me mettait là où il y avait de la place. Oui. Il y avait de la place où en business ou en première. En première, en général. Donc je me retrouvais
comme un bébé qu'on prend en main, tu sais, en business ou en première. Moi, tout avec mes tongs et tu vois, mon truc de Ouais, je routard. connais ton look, ouais. Et les meufs d'Air France, adorables, parce que j'étais une espèce de VIP, tu vois, Ben oui. j'étais invité par la direction, en fait. Oui. Et j'ai passé des moments sublimes. C'était Ah mes ouais. vacances, les vols. C'était le Non, repos, mais- tu vois, t'en files du champ. Oui, c'était. Ouais. Bref, je fais tout ça. Pareil, on fera une deuxième interview après. Il faut faire Tanger et après les tours du monde. Ça en fait D'accord. deux. Bon, donc on va quand même, parce que j'ai envie de parler de tes livres quand même. Non, mais après, je n'ai toujours pas raconté comment je fais Allô la planète. C'est vrai. C'est ça ta question. Si tu veux, on arrête. Oui. Mais Absolument. là, Merci. je réponds à la question. Je rentre de tout ça. Je bosse à RFM. Et là, est inventé quoi? Le MP3. Début oui. 2000. Oui. Et il y a un mec qui m'explique, écoute, ils ont inventé un truc, Eric, on peut transmettre du son dans le monde entier gratuitement. Gratuitement. Et il me fait écouter un truc, il était technicien à RFM. À l'époque, le groupe RFM Europe 2 ouvrait des radios un peu partout dans le monde franchisées. Ouais. Et il me tend, il était dans son truc de technicien, tu sais, avec les armoires à son, là, les mecs. Il me Ouais. tend un casque, il me dit écoute, j'écoute et j'entends Europe 2. Je dis ouais, c'est Europe 2. Il me dit c'est Ah. Europe 2 à Singapour. Je dis mais comment vous faites ça? Il me dit ben, on a acheté une fréquence à Singapour, on envoie le son d'Europe 2 par MP3 à Singapour qui rediffuse. Et là, tu écoutes en live d'ici Europe 2 Singapour. Ah. Émerveillant à l'époque. Ouais. Ça rentre là-dedans, là, je me dis waouh, c'est quoi ce truc? Et je me dis mais si je peux envoyer du son à Singapour, je peux parler. Donc je pourrais faire un show qui est diffusé à Singapour. Donc il y a des gens de Singapour qui peuvent m'appeler. Donc on peut faire une radio avec des gens dans le monde qui écoutent par Internet. Et on fait parler des gens dans le monde. Voilà. Ah, J'ai ça ouais, comme mais idée. Et ça, c'était vraiment une première en France alors. Une première dans le monde, mon pote. Dans le monde. Dans le Personne ouais. n'avait fait ça et personne n'a Attends, jamais mais tu sais refait. pas qui C'est ça qui est c'est, dingue. Non, mais si. C'est ça qui est bizarre. pionnier. Quand j'ai arrêté, je me suis dit, il y a 10 mecs qui vont le faire dans le monde. Et puis Ouais. non, à part Steph et Flo, personne l'a. C'est bizarre. Ouais. Et au tout début, je vais te dire un truc, au tout début, j'ai l'idée et j'ai un copain qui s'appelle Manu Lévy, le mec qui fait les matinales d'énergie. D'accord. Il a un studio de prod à l'époque. Et je lui parle de ça, c'est un passionné de radio. Je lui dis, écoute mec, tu te rends compte, on peut faire des émissions de radio avec des gens dans le monde, tout ça. Il me dit, wow, quelle idée de dément et tout. Et avec lui, qui a financé, on a appelé des radios locales, des petites radios qui n'avaient pas beaucoup de sous, un peu partout dans les pays francophones, donc en Belgique, en Suisse, en France. À New York, on a trouvé une radio d'Haïtiens qui parlaient français, et au Québec. Ouais. Et quand on a eu une trentaine de radios locales qui ont dit OK, je me suis mis dans le studio de Manu. Alors à l'époque, l'informatique, c'était le merdier. Il y avait, je me rappelle, il y avait dans ces chiottes, il y avait au moins 10 tours, tu sais, les tours là. Les tours, Oui, au moins les 10 tours tours d'ordinateur. avec des ventilos, Oui, machin. Et les 10 tours, il avait fait tout un système avec un pote. Les 10 tours recevaient le stream des 20 radios. On rentrait ça dans la console et je parlais en live au même moment à 20 radios différentes dans le monde. Incroyable. Un truc de fou. Il faudrait Ah le refaire ouais. aujourd'hui, d'ailleurs. On devrait le refaire aujourd'hui. Non, mais totalement. Totalement. On fait ça et ça marche du feu de Dieu. Parce qu'il y avait un côté vraiment marrant, parce que je parlais sur des radios ultra locales, des petites radios, donc j'avais un ton avec des gens qui ont l'habitude de tutoyer l'animateur de la radio locale. Oui. Ouais, salut mon pote, c'est Jackie du bar tabac, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Et en même temps, on était diffusé sur toutes les autres. Vous êtes orienté vers où après? En fait, on a fait cette expérience pendant 3 mois. Ouais. Je venais tous les jours, tous les soirs, et on faisait 2 heures, donc diffusé sur plein de radios. Et au bout de 3 mois, c'est quand même Manu qui banquait. Ouais. Il a dit, là, j'ai plus de thunes, les gars. Et moi, je me retrouve avec la maquette de une super maquette, puisque j'avais 3 mois d'émission. C'était génial. Vraiment, ça avait marché du feu de Dieu. Et je me retrouve avec ça et je me dis, c'est trop génial, ça doit marcher. Ouais. J'ai mis 4 ans en faisant chier tous les patrons de Paris de radio pendant 4 ans Quand même. à placer cette émission. Parce que j'ai eu un bug. C'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse bulle Internet, au début des années 2000, où tous les gens qui avaient mis plein de blé dans l'économie du net se sont fait niquer et ont perdu du blé. Après, c'est remonté très vite, mais il y a eu une période curieuse, ça va paraître curieux, il y a eu une période où tu mettais le mot Internet dans un dossier, c'était brûlé. Personne ne voulait du net, parce que tout le monde avait perdu du blé. Et moi, je me retrouve dans cette période avec mon truc qui ne fonctionne que par Internet.
Donc, je perds du temps. Et après, j'arrive pas à convaincre les patrons de radio. Mais aujourd'hui, toujours pas. C'est toujours très compliqué de leur expliquer ce concept. Pourtant, c'est simple comme l'air. C'est une discussion mondiale. Basta, quoi. On prend des gens qui viennent du monde entier, on discute et roule, et ça fait la blague. Et j'arrivais pas à leur faire comprendre l'intérêt. Jusqu'au jour où j'ai un copain qui s'appelle Frédéric Schlesinger, que je salue, que j'embrasse et que j'aime, que j'avais rencontré à l'époque où il était patron d'RFM, qui avait monté tout son bonhomme de chemin. Il était devenu patron d'RFM et d'Europe 2, du Move. Et finalement, le voilà qui est nommé patron de France Inter. Ah. Et je l'appelle et je lui dis, t'as mon dossier Allô la planète? Il dit, oui, je l'ai, je te le regarde. Et j'ai un coup de fion. À ce moment-là, à Inter, ils avaient Macha Béranger de 23h à 1h. Et en fait, il m'appelle, il me dit, j'ai regardé les chiffres. En vrai, Macha, c'est une légende, mais ça ne marche plus. L'audience, c'est 0. Tous les gens qu'elle appelle, c'est du bidon, c'est des vieux auditeurs. Ça marche plus. Voilà. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'était très bien, ça a été les grandes heures de France Inter, mais ça marche plus, c'est fini. Et il me dit, il me faut un talk pour le soir sur Inter, et ton truc il tombe à point parce qu'il y a un côté moderne, Internet, tout ça, Internet qui était revenu dans la boucle. Et donc il me le prend sur Inter. Et on fait 4 ans sur Inter. Voilà. Et au bout de 4 ans, je suis dans la merde parce qu'il change de patron. Le nouveau patron m'aime pas, il s'appelait Philippe Val, je ne l'aime pas non plus. Autant vous dire que voilà. Il avait des potes à placer. Enfin, je sais pas trop si c'est. Je pense que c'est ça. Il avait des potes à placer. Donc il me gicle sur le Move. Ou sur le Move, je me démonte pas. Je recommence Allô la planète. Et plein d'auditeurs d'Allô la planète suivent. En fait, ils en avaient rien à foutre que ce soit sur Inter ou sur le Move. C'est ça. Ils suivent. Au bout de 4 ans, le Move me vire parce qu'il passe rap. Je bascule Allô la planète sur France O. Pareil, les auditeurs suivent. Ils en ont rien à foutre. France O, ça s'arrête au bout d'un an. Donc là, ça fait 4 et 4, 8, ça fait 9 ans d'Allô la planète. Après, il y a la compagnie d'assurance Chapka qui m'appelle et qui veut le faire en podcast uniquement sur son site. Je fais 2 ans avec eux. C'est là où tu m'as interviewé longuement. Là, c'est là où je leur avais vendu des portraits. Je leur ai dit, écoutez, j'ai plein de personnages extraordinaires qui mériteraient des vrais portraits de 30 minutes, 20-30 minutes. Et c'est là où j'ai choisi dans la grande liste des auditeurs de Allô la planète, plusieurs personnages, dont toi, et dont Stéphane d'ailleurs, qui avait voyagé 3 ans avec son âne. Et je fais des portraits. Et puis après, j'arrête. Je dis, bon, là maintenant, c'est bon, quoi, j'arrête. Et là, Stéphane m'appelle. Je ne sais pas où il est, là. Ce serait le moment où il pourrait intervenir. Stéphane m'appelle et me dit. C'est vrai qu'on pourrait voir sa bouille, hein, quand même. Ouais. Stéphane m'appelle et me dit, bah écoute, t'arrêtes, mais nous, on le reprend. Je suis avec Flo. On va remonter, on va faire un truc avec ça. On va faire une web radio. Moi, je leur dis, OK, les gars. Mais j'ai pas le temps, quoi. Moi, tu vois, j'ai tous les gosses à faire bouffer tout ça. Il faut tous mes jobs en même temps. Bien sûr. Donc, j'ai pas le temps. Allez-y, démerdez-vous. J'avais négocié avec Radio, parce que le titre appartient à Radio France. Mais j'avais négocié avec eux de pouvoir l'utiliser comme je veux. Bref. Et donc, Stéphane, que voilà, qui faisait une sieste. Après, on va boire un coup. Voilà, Stéphane, on est chez lui. Auditeur d'Allô la planète et intervenant, puisqu'il a fait un voyage marrant. Il s'est baladé pendant 3 ans avec son âne. Tu pourras l'appeler pour qu'il raconte. Tu vois, il y a des conneries. Et donc, Stéphane et Flo, viens Flo. Et Flo, voilà, hop, voilà le couple idéal. Le couple, c'est eux qui sauvent Allô la planète en ce moment. Voilà, c'est eux deux. Ils habitent à Aubenas en Ardèche. Ils ont remonté, ils ont fait une web radio, ils ont contacté des tas de gens. Derrière eux, il y a une 15-20 bénévoles qui bossent pour cette web radio, pour j'en sais rien, pour le site, le community management, le montage des émissions. Je veux juste te dire un truc, Eric. Voilà. À Flo et à Sam, si vous construisez un festival Allô la planète, je ne sais pas ce que vous allez injecter dans ce festival, mais moi, j'interviens beaucoup dans les films d'aventure avec des films. Alors, oui, mais on va t'inviter, parce que figure-toi, il y a un festival Allô la planète qui va se monter l'année prochaine. Oui, justement, c'est pour ça que Et toi, tu es dedans à fond, j'allais t'appeler. Je connais beaucoup de monde. Tes bouquins, tout le bordel. Je connais beaucoup de monde dans le monde du voyage, tu vois. Bon, écoute, on va revenir à une dernière chose. Je me souviens quand j'étais un fidèle auditeur, d'ailleurs, j'ai lancé plusieurs fois des bouteilles à la mer, au Yémen, à l'île Maurice, en Inde, bref. Et donc, je t'appelais assez souvent. Et je me souviens d'une chose, je suivais un peu sur Internet. Tu écrivais, peut-être pas au quotidien, mais tu écrivais une aventure qui finalement a abouti, s'est transcrite dans un livre qui s'appelle Le sauveteur de touristes. Et franchement, les mecs là et les nanas qui nous écoutaient, c'est pas pour dire, mais franchement, c'est un chouette voyage, quoi. Déjà, on voit que le mec, il a baroudé partout. Donc, on se balade pas mal à Goa, à Tanger, dans tous les lieux, on voit le monsieur, il a connu.
Et puis, il y a un côté aussi transhumanisme qui est assez étonnant, là, de vider la mémoire des gens, c'est ça, à un moment donné. C'est capté, bah, il faut pas. En fait, il y a une intrigue Oui, non, mais on va pas. et ça frôle avec la science-fiction à un moment. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais bref, mais c'est un bouquin, franchement, c'est un bouquin captivant. En fait, l'histoire de ce bouquin, elle est toute conne. C'est que donc pendant 4-5 ans, je raconte des histoires tous les jours. Oui, Quand ton job, c'est de raconter une histoire par jour, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à bouger c'est ça. et à regarder ce qui se passe autour de toi. Et à tout noter sur des petits carnets. Je notais tout le temps. Les gueules des gens, les couleurs, les machins, je notais tout. Et le soir, je reprenais toutes mes notes et avec ces notes, je fabriquais une histoire que je racontais le lendemain à la radio. Donc quand je suis revenu de tous ces voyages, et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est marrant, dans un tiroir, j'ai, je sais pas, 20, 30 petits carnets, plein de notes, bourrés de notes. Et tout le monde me disait, mais putain, t'as vu tout ce que t'as, fais un carnet de route. Et en fait, moi, les carnets de route, ça m'emmerde un peu. Ouais. Je me sentais pas de faire le carnet, ça me faisait chier. Et j'ai repensé à mes Kessel et aux autres qui faisaient des romans avec leur voyage. Ouais. Batterie faible, il reste 10%, quelqu'un. Bon, en tout cas, on s'en fout de la batterie faible. Et donc, vite fait, j'ai tu peux parler un petit peu de l'autre autour de la violence? Après, voilà. Alors, je termine le sauveteur de touristes. J'invente un personnage qui sauve des touristes dans le monde, chez un bouquin. Et après, j'ai fait un autre livre qui était très différent, qui, alors, lui, est beaucoup plus dur, beaucoup plus cynique. Ah oui. Qui est l'histoire d'un gars qui découvre que le meurtre paye, si je résume. C'est-à-dire que pour sauver son job, il va tuer quelqu'un et il va se rendre compte que ça marche très bien. Et petit à petit, il va tuer. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et tu sais quoi, ce bouquin, je pense qu'il devrait sortir aujourd'hui. Ah oui. Parce que quand j'entends les slogans, les gilets jaunes, les machins, tout ça, je me dis, on va arriver à un moment où cette phrase va être vraie. Il ne nous reste que la violence. Et c'est pas pour, ça me plaît pas, cette histoire. Oui. Mais il y a un moment, les gens, ils vont craquer, quoi. Et c'est un peu l'histoire de ce livre. C'est comment on pousse les gens tellement à bout qu'à un moment, ils se disent, plus que la violence, les manifs à la Bastille, ça marche pas. Les concerts, ça marche pas. Les éditos, ça marche pas. Les bouquins, ça marche pas. Les partis politiques, les syndicats, ça marche pas. Donc on fait tout il ne reste que la violence. Et c'est terrible parce que c'est terrible, ouais. Je m'inspire en fait de ce qui est arrivé dans les années 70 en Europe avec la bande Abadère et les Brigades Rouges en Italie, où tu as eu des mouvements violents, extrémistes d'extrême gauche qui voulaient changer le monde via le Marx. À l'époque, on croyait au marxisme et tout ça, il y avait tout ça. Et il y a il y a un personnage dans la bande Abadère, historique, je ne sais plus le nom de la fille, qui était une éditorialiste dans des journaux et qui écrivait dans des journaux d'extrême gauche et qui écrivait des articles incendiaires pour dénoncer le capitalisme, machin, tout ça. Et à un moment, elle a cette discussion avec d'autres, elle dit, putain, mais ça fait des années que j'écris, je dis tout, je raconte tout, et rien ne change. Donc, il reste quoi? La violence. Et là, elle adhère à la bande Abadère, et ils vont commettre des crimes. Ils vont quand même tuer des centaines de personnes en Europe en quelques années. Et ils en arrivent là. Et l'idée de mon livre, c'est de dire à travers un personnage, une personne qui se retrouve coincée dans sa vie et qui se dit, il me reste rien, il me reste que la violence. Et qu'est-ce que ça entraîne en fait? Et qu'est-ce que ça raconte comme société? Et pour moi, on est dans une société qui est ultra violente, qui est d'une violence incroyable, mais la violence, elle n'est pas forcément dans les gamins de banlieue ou dans les manifs, etc. La violence, elle est mondiale et institutionnelle. C'est fermer des boîtes en Europe pour engager des esclaves en Somalie ou je ne sais pas où. Il y a une espèce de violence d'une société qui cautionne la violence. J'aime pas du tout ça. Ouais, carrément. Ouais. Tu sais, je suis passé à une. C'était quoi, Nico, à BFM, je suis passé à l'émission de quoi, Pascal Pro. Pascal Pro, ouais, c'est pas BFM. Et à un moment, c'est quoi? C'est News, je crois. Je sais pas, c'est News, pardon. Et le mec, il commence à nous montrer des jeunes qui tabassent les flics, et il nous dit c'est la violence, toi. Puis à un moment donné, autour de la table, il dit Monsieur Brouillot, vous n'avez pas l'air d'accord. Mais je dis mais c'est pas la violence. Je dis ça, c'est la fumée sur le feu, quoi. Exactement, c'est la conséquence de la violence. En gros, c'est vos copains, là. Puis ils commencent à me dire oui, mais tous les mecs ont du pognon, et patati patata. Et ils commencent à me dire oui, mais et le ruissellement social, monsieur. Il ne marche pas. Hein? Mais je vais aller plus loin. Je vous conseille de lire les derniers livres de Salviano, qui est le journaliste italien qui avait écrit Gomorra. Je suis en train d'en lire un en ce moment. Pardon?
Je suis en train d'en lire un en ce moment. Et ben, il a écrit donc il avait écrit Gomorrah sur les mafias en Italie, et depuis il est protégé par la police. Il a écrit un livre sur la cocaïne, etc. Et là, il écrit une série de 2 bouquins, 2 tomes qui s'appellent Piranha. C'est sur des gosses qui prennent le pouvoir. Je le lis en ce moment, Eric. Tu lis Piranha? Je lis Piranha en ce moment c'est génial. Avec le petit dans Nicolas. Piranha, il raconte comment des gamins de 14-15 ans prennent le pouvoir sur la mafia à Naples. Donc désinguent les parrains de la mafia de Naples et prennent le pouvoir et sont d'une violence incroyable. Et c'est juste des gamins normaux. Et sa théorie à lui, c'est de dire, ces enfants-là, ils vous choquent, mais ces enfants-là sont le produit d'une éducation et d'un enseignement que notre société ultralibérale leur donne. Je sais que c'est choquant de dire ça parce que dire que le fonctionnement du commerce mondial aboutit à la violence de gamins, c'est un peu réducteur. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est vrai, qui est que l'on enseigne et on glorifie à la télé, dans les écoles de commerce, dans la vie, un système qui est très violent. Et les gamins, ils disent quoi? Bah ok, on va faire pareil. L'offre et la demande. Il y a des gens qui veulent de la coke, et ben on va en vendre. Et puis on va gagner les marchés. Bah, gagner les marchés, ça veut dire buter le concurrent. Enfin, ils y vont à fond. Et je crois qu'il n'a pas tort dans le sens où on transmet. Ça fait chier de terminer l'interview là-dessus, mais bon, où l'on transmet à une génération une normalité de la violence. Et ça me fait chier. Voilà. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans le bouquin. Mais je l'ai lu, Eric. J'ai lu tes 2 livres. J'ai lu les 2 livres. Et j'ai trouvé superbe justement cette thématique que tu viens de développer là. Je suis très content de finir par ça parce que je peux pas épouser à 100% non plus. Il n'y a pas que ça. Mais pour moi, c'est vraiment une société qui génère de l'anxiété et qui génère de la violence. Et ma question, ça sera à qui profite le crime, toi. Bon, voilà. Et la réponse, mon pote, c'est qu'en se battant avec des gens comme toi, comme Stéphane, comme Flo, avec des choses comme Allô la planète, ben on essaye de distiller un message différent. Et je pense que ça marche. Moi je passe mon temps à ça, tu vois, avec le handicap, voilà, aller à la rencontre des autres, tu vois. Inch'Allah, mec. On verra. Ok, merci beaucoup, Eric. Et rappelle quand tu veux, il faut qu'on fasse Tanger et les tours du monde. On a du taf. Oui, on refera ça, il n'y a aucun souci. La bise. Ciao. On vous embrasse. Merci à tous les deux. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao. Ciao. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.